Space Avocat, Space Avocat, le podcast. the podcast. Bonjour et bienvenue à ce 4e épisode du podcast de Space Avocat. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Philippe Achilleas. Philippe, bonjour. Bonjour. Philippe, vous êtes professeur de droit spatial à l'Université Paris-Saclay et vous avez également été mon professeur de droit spatial. Donc c'est vraiment un honneur et un grand plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui et d'échanger autour de cette question, autour de ces questions relatives à ce secteur que l'on connaît bien et que l'on apprécie tant. D'abord, pour ne pas rompre la tradition, une question classique pour ce podcast. Quel est votre parcours ? Eh bien, Nouma, lorsque j'ai terminé mes études de droit, j'ai souhaité entamer une thèse de doctorat. J'ai choisi comme sujet la télévision par satellite. Pourquoi ? Parce que j'étais un passionné de télévision, de séries télé, et mon rêve à l'époque, c'était d'être directeur d'une chaîne de télé. Mais au fur et à mesure que je travaillais sur la thèse, j'ai découvert le milieu du spatial, puisque dans télévision par satellite, certes, il y a la télé, mais aussi le satellite. J'ai été accueilli pour mes études doctorales au sein de l'Agence spatiale européenne. Et là, j'ai découvert un monde extraordinaire, une famille, des gens qui croyaient en un idéal, en l'aventure spatiale, et j'ai été un petit peu adopté par ce milieu. Comme il n'y avait pas à l'époque de pôle d'enseignement et de recherche sur le droit de l'espace en France, le CNES et l'Agence spatiale européenne ont demandé à l'Université Paris-Sud, aujourd'hui Paris-Saclay, de créer un master et un centre de recherche dédié. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la carrière universitaire. Alors en effet, vous êtes un pionnier de la recherche en droit spatial. De manière synthétique, quel état des lieux pouvez-vous dresser sur le droit de l'espace en 2022 ? Alors, je ne sais pas si je suis un pionnier du droit de l'espace, mais cela fait maintenant plusieurs années que je travaille dans ce secteur, que j'accompagne les agences et les industries, aujourd'hui les startups également. Il est intéressant de noter que le droit de l'espace a évolué d'un contexte très marqué par le droit international à un contexte qui aujourd'hui repose sur des lois nationales. Ça, c'est un premier point qui marque l'évolution actuelle du droit de l'espace. C'est-à-dire que le droit de l'espace, ce n'est plus seulement le droit international de l'espace, c'est surtout le droit national de l'espace. En fait, les activités spatiales, elles sont toutes organisées autour de lois spatiales nationales adoptées par les États. Le deuxième point, c'est que dans les années 60-70, eh bien, les États avaient imaginé un cadre juridique qui était, disons, assez idéaliste, avec des grands principes pour éviter de reproduire dans l'espace les erreurs commises par l'homme sur Terre. Premier grand principe, la non-appropriation de l'espace. Deuxième grand principe, l'utilisation pacifique de l'espace. Troisième grand principe, le fait que l'espace doit être placé au service de l'humanité tout entière. Aujourd'hui, on voit que ces beaux principes ont un peu été mis de côté, abandonnés face au réalisme, en fait, peut-être de l'aventure spatiale, puisque concernant la non-appropriation, on le voit, plusieurs États ont adopté des lois pour autoriser les entreprises à exploiter les ressources des corps célestes. Concernant la militarisation, on voit que des États, aujourd'hui, ouvertement affichent leur armée spatiale et que d'autres procèdent à des essais d'armes dans l'espace extra-atmosphérique. Enfin, avec l'arrivée des milliardaires et donc des exploits, certes, extraordinaires qui sont actuellement présentés dans le cadre des vols privés, par exemple, on peut se demander si on n'a pas mis de côté l'idéal de placer l'espace au service de l'humanité tout entière. Alors justement, vous parlez du droit de l'espace, entre guillemets, originel. Effectivement, c'est un droit international. Quelle est votre opinion quant à la pertinence des traités, justement de ces grands traités fondateurs, peut-être un peu idéalistes, que vous évoquiez à l'instant, à l'heure actuelle ? Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours une pertinence à avoir ce corpus de traités ? Ou est-ce que, selon vous, la tendance, c'est plutôt à une fragmentation de ce droit international avec des accords multilatéraux, comme par exemple ce que l'on voit avec les accords Artemis, voire, pourquoi pas, puisque vous parlez des vols privés, vers un droit international morcelé en contrats entre acteurs publics, privés, intergouvernementaux, etc.
Alors, la question est très intéressante parce qu'on assiste effectivement à une évolution du droit international de l'espace. Il faut bien comprendre qu'à l'origine, les États-Unis comme l'URSS étaient engagés dans une course à la Lune dans le contexte de la guerre froide. Donc il fallait absolument, pour ces deux puissances, clarifier les règles du jeu avant que le premier État n'arrive sur la Lune et donc ne s'approprie en quelque sorte le satellite naturel de la Terre. Donc très rapidement, les États-Unis et l'URSS ont accepté de négocier des grands principes introduits dans des traités spatiaux. Il y a 5 traités spatiaux, le traité cadre qui est le traité de l'espace de 1967, complété par 4 accords spécifiques, un sur les astronautes, un accord sur la responsabilité pour les dommages causés par les objets spatiaux, un accord sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace et enfin un accord sur la Lune et les autres corps célestes. 1979, c'est la date à laquelle le dernier accord a été signé. Mais après cette première période où finalement, une fois que les États-Unis ont atteint l'objectif qui était d'être les premiers sur la Lune, il y a eu un désintérêt pour la conquête spatiale. Il n'y avait plus une nécessité de poursuivre le développement du droit international à travers l'adoption de traités. Donc, dès les années 80, une approche plus respectueuse de la souveraineté des États a été préférée à travers l'adoption de résolutions normatives par l'Assemblée générale de l'ONU. Il y a des textes ainsi qui ont été adoptés dans le domaine de la réglementation de la télévision par satellite ou de l'observation de la Terre depuis l'espace. Et puis, à partir des années 2000, il y a un besoin de réglementation technique, par exemple dans le domaine des débris spatiaux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ces réglementations techniques, elles sont effectivement adoptées par l'ONU, mais sur la base des pratiques de l'industrie et des agences. C'est-à-dire que nous avons une évolution dans la dynamique normative du droit international de l'espace. Dans la première période, c'est une approche top-bottom, c'est-à-dire que c'est le droit international qui va irriguer les différentes lois nationales. Aujourd'hui, c'est une approche inverse, bottom-up, puisque le droit international s'appuie sur les développements des droits nationaux, sur la pratique, si vous voulez, des industries et des agences. Et dans cette dynamique, eh bien, les États qui ont le plus d'activités spatiales sont ceux qui ont développé le plus de normes techniques et donc qui réussissent ou qui essayent d'imposer leurs normes nationales comme standard international. C'est notamment le cas avec les accords Artemis, donc, qui concernent l'exploitation des ressources commerciales des corps célestes, puisque les États-Unis ont présenté à leurs partenaires un accord à signer s'ils souhaitaient rejoindre le programme Artemis d'exploration de la Lune. Cet accord représente clairement l'approche américaine du droit international de l'espace, avec la remise en cause du principe de non-appropriation, la création de zones de sécurité autour des installations lunaires. Et donc, on le voit, il y a une espèce de concurrence entre le droit international développé par les Nations Unies et le droit international qui est, je dirais, suscité ou encouragé par les États-Unis. Un éclatement, à mon sens, n'est pas une option. C'est-à-dire que malgré tout, les Américains restent très attachés au traité de l'espace. Et donc, quand ils avancent leur vision du droit de l'espace à travers les accords Artemis, ils expliquent qu'ils restent conformes au traité de l'espace. Donc, c'est une réinterprétation ou une interprétation du traité de l'espace qui va dans le sens des intérêts des États-Unis et de leurs alliés. Alors justement, vous parlez de droit américain, en tout cas de vision américaine du droit de l'espace. Est-ce qu'à votre avis, il peut exister une vision européenne de ce droit de l'espace ? Alors, déjà, l'Union européenne a maintenant une compétence en matière spatiale. C'est acquis depuis le traité de Lisbonne de 2007. Sauf qu'il est expressément mentionné dans les traités européens que l'Union européenne n'a pas de compétence en matière d'harmonisation du droit de l'espace. Donc l'Union européenne ne peut pas harmoniser les législations spatiales nationales. En revanche, elle peut proposer une approche différente de l'approche américaine, qui est une approche très libérale, et peut-être une approche éthique, sans pour autant remettre en question
la liberté d'utilisation de l'espace, sans pour autant non plus remettre en question la possibilité d'avoir des activités spatiales militaires, mais essayer d'avoir une approche plus raisonnée, plus raisonnable, plus durable de l'espace, donc à travers une vision qui lui serait propre. Vous avez parlé d'une approche qui s'est inversée, en passant de top-down à bottom-up. Finalement, vous êtes expert du spatial, mais vous êtes également expert dans les télécoms. Est-ce que vous ne voyez pas un espèce de mouvement un peu similaire, à savoir l'émergence d'une régulation sectorielle? Est-ce que pour vous, c'est un phénomène qui pourrait arriver dans le spatial, ou est-ce que c'est un phénomène qui est déjà même arrivé dans le secteur? Alors, la régulation sectorielle, elle existe déjà à travers les lois spatiales nationales. Pourquoi? Parce que, conformément au traité de l'espace, les États ont l'obligation d'autoriser et de surveiller les activités spatiales, au moins les activités spatiales privées. Et donc, aujourd'hui, tous les États qui entendent soutenir l'émergence d'un secteur spatial privé sont obligés de mettre en place le régime d'autorisation, le régime de licence. Donc, ce régime de licence s'accompagne d'obligations que les acteurs du spatial doivent respecter. Donc, on est bien ici dans le cadre d'une régulation de l'activité spatiale. Et ce qui est très intéressant de noter aussi, c'est que le droit de l'espace, c'est le seul droit qui impose le principe de la responsabilité directe de l'État pour ses activités spatiales privées. C'est-à-dire que toutes les activités spatiales privées doivent se dérouler sous le contrôle et la surveillance des États. C'est imposé par le traité de l'espace. Donc oui, il y a bien l'émergence d'une régulation du secteur spatial à travers les autorisations de lancement, d'opérations en orbite et demain d'opérations sur les corps célestes. Comme vous l'avez mentionné, votre thèse de doctorat était consacrée à la télévision par satellite. Alors, c'est un segment, et de manière générale, toute l'activité des satellites a connu une évolution majeure ces dernières années, et surtout, il y a une augmentation exponentielle du nombre d'objets en orbite. À tel point que parfois, et malheureusement de plus en plus souvent, on voit des manœuvres d'évitement, on voit des problématiques liées au trafic, finalement au Space Traffic Management. Est-ce qu'à votre avis, un code de la route pourrait un jour pourrait être un jour adopté à l'échelle mondiale? Alors, il existe déjà des règles concernant l'occupation des orbites. Ce sont les règles de l'Union internationale des télécommunications. Car aujourd'hui, l'enjeu est d'éviter les brouillages plus que les collisions, les brouillages entre systèmes spatiaux. Et donc, il faut ici obtenir des autorisations qui sont données par des administrations nationales, mais dans le cadre d'une coordination internationale auprès de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Donc c'est un début de code de conduite. Aujourd'hui, nous devons aller beaucoup plus loin, d'abord parce qu'avec la multiplication du nombre de satellites et surtout l'arrivée des constellations, on n'est même pas sûr que l'UIT arrive à prévenir l'ensemble des brouillages, voire prévenir certaines collisions. Donc l'urgence, effectivement, c'est d'essayer de déterminer des règles afin d'éviter les dommages dans l'espace extra-atmosphérique, soit collision avec un débris, soit collision avec un objet spatial fonctionnel, soit un brouillage qui va perturber le fonctionnement des services spatiaux. Et l'Europe essaye justement de réfléchir à la mise en place d'un système européen de gestion du trafic spatial. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les États-Unis en fait qui détiennent la plus grande base de données concernant les objets en orbite. C'est eux qui ont les meilleures capacités de surveillance de l'espace. Nous sommes donc dépendants du bon vouloir et de la bonne foi des États-Unis en ce qui concerne les informations relatives à la surveillance de l'espace. Donc l'Europe souhaite être indépendante, comme elle a toujours été dans ce domaine spatial. Et donc, il s'agit aujourd'hui d'avoir une plus grande autonomie par rapport à ces informations de gestion du trafic spatial. J'ajoute aussi que si l'on veut développer des activités militaires dans l'espace, ce sont des données qui sont très importantes, les données de trafic spatial. Donc, on a besoin du trafic spatial d'abord pour réguler l'activité des satellites, éviter les dommages, mais aussi on a besoin du trafic spatial pour des actions de sécurité de l'espace, de sécurité de nos propres systèmes spatiaux, puisqu'il y a également des menaces contre les systèmes spatiaux qui existent et qui sont maintenant bien identifiés. Vous parlez des menaces, et il y a également une menace majeure pour le segment spatial, et c'est bien les débris. On
constate, notamment lors des précédentes manœuvres militaires, qu'il y a eu émission de débris. Il y a des efforts tant dans l'industrie que pour les pouvoirs publics pour réduire, en tout cas pour prévenir la création de débris et pour peut-être à terme enlever ce qui a pu être déposé dans les différentes orbites. Quel est votre point de vue sur la situation actuelle et surtout sur les solutions juridiques qui pourraient être envisagées, d'une part pour la réduction de la production de débris et puis d'autre part pour la remédiation à cette pollution majeure? Alors, c'est vrai qu'il y a une multiplication des débris spatiaux liés tout simplement au lancement de satellites, mais aussi aux essais de missiles antisatellites dans l'espace qui ont provoqué des nuages de débris. C'est vrai aussi que le problème se pose avec les satellites en fin de vie, notamment les petits satellites, les CubeSats. Vous qui accompagnez les startups dans le domaine du spatial, vous savez qu'il y a un marché assez important autour des CubeSats. Ce sont des petits satellites parfois qui ne sont pas très manœuvrables et qui peuvent provoquer des dommages. Alors par chance, ces petits satellites sont placés dans des orbites basses, voire très basses, et donc leur durée de vie en orbite est limitée puisque au contact des couches supérieures de l'atmosphère, les satellites d'abord ralentissent leur trajectoire et puis ensuite se désintègrent au contact de l'atmosphère. Par contre, pour la grande majorité des débris, le temps de présence dans l'espace est beaucoup plus important, voire permanent lorsqu'on dépasse certaines orbites. Donc ici, il y a déjà eu une tentative des Nations Unies d'identifier des principes qui devraient accompagner les politiques spatiales des États. Ce ne sont pas des règles de droit, ce sont des directives techniques, des recommandations basées, comme je le disais précédemment, sur les pratiques des agences et des industries. C'est Space Debris Mitigation Guidelines. Donc il y a 5 grandes directives qui ont ainsi été identifiées, avec des solutions techniques, par exemple le recours à des orbites cimetières pour dégager l'orbite des satellites géostationnaires, la désorbitation pour les satellites en orbite basse, le traitement post-mission. On peut imaginer des services de nettoyage de l'espace. Il y a d'ailleurs une start-up suisse qui travaille sur ce projet et d'autres industries qui proposeront prochainement de tels services. Donc la réglementation aujourd'hui, elle existe, elle est technique, elle n'est pas obligatoire. La rendre obligatoire impliquerait des coûts pour l'industrie spatiale. C'est la raison pour laquelle plusieurs États aujourd'hui restent dans une situation qui n'est pas tout à fait satisfaisante, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent ces principes, mais uniquement sur une base volontaire. La France est allée plus loin, puisque dans la loi relative aux opérations spatiales de 2008, il y a une obligation de désorbiter les satellites en orbite basse, ou bien faire en sorte que ces satellites ne soient plus présents dans l'espace 25 ans après la fin de leur mission. Oui, donc finalement, on pourrait peut-être espérer une consolidation de ces règles par justement l'approche bottom-up que vous évoquiez tout à l'heure, avec ces lois spatiales qui petit à petit s'orienteraient vers cette remédiation obligatoire. Il faudrait déjà que les Américains introduisent dans leur droit ces mesures, ce qui n'est pas encore le cas, parce qu'on le voit bien dans la pratique aujourd'hui du droit de l'espace. Si les Américains valident une pratique, elle a beaucoup de chances ensuite de passer dans le droit international et donc de s'imposer aux autres États. Philippe, un grand merci. Nouma, merci. C'est un plaisir de vous retrouver ici. Plaisir partagé et puis à très bientôt. À très bientôt. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ce programme ou si vous avez besoin de services juridiques, vous pouvez contacter le Dr Nouma Isnar par courriel à l'adresse contact@noumaisnar.com. If you want more information about this program or need legal services, you can contact Dr. Nouma Isnard via email at contact@noumaisnard.com.